Bonjour et bienvenue sur notre podcast des livres passionnés, car je suis passionnée des livres. Alors bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour un nouveau podcast. On va interroger Cédric Philippe sur un de ses livres, Les fleurs sucrées des trèfles. Et du coup aujourd'hui on va l'interviewer. Les fleurs sucrées des trèfles, c'est l'histoire de Agathe qui, face à son oncle qui tombe malade et qui risque de ne pas s'en sortir, va tout faire pour invoquer la chance, pour que ça se passe bien, pour qu'il reste en vie, pour qu'elle le garde près de lui. Et du coup, ce sera une course après la chance. Qu'est-ce que c'est réellement la chance? Après, il y aura sa sœur, Anémone, qui va la joindre dedans. Il y aura plein d'êtres un peu fantastiques qui vont venir se mêler à tout ça. Et c'est une vraie danse, en fait. Une vraie danse tourbillonnante. Voilà, je dirais que c'est ça. Est-ce que ce résumé, il est bien? Ou tu veux rajouter quelque chose? Moi, c'est pas à moi de juger s'il est bien ou pas. Si c'est ce que vous en avez ressenti, il est bien. Ok, là, encore une fois, pour cet épisode, on va couper en deux. La première partie, ce sera plus sur le livre, sur l'écriture du livre et sa conception. Et la deuxième partie, ce sera plus sur toi en tant que lecteur, en tant qu'écrivain, sur toi. Bon, let's go. Alors, quelles ont été tes inspirations? Plutôt pour l'histoire, plutôt pour le texte ou plutôt pour les dessins? Pour les trois, ouais. Pour les trois. D'abord, pour le thème du livre, qui pour moi est la chance, je me souviens pas vraiment, mais j'avais envie de parler d'un sujet qui touchait tout le monde et en même temps qui restait assez inexplicable. La chance, qu'on le veuille ou non, on peut pas vraiment, on n'a pas d'explication scientifique là-dessus, on peut pas. Chacun en a une vision différente dans la vie. Et ce genre de sujet m'intéresse parce que il reste flou et très ouvert du coup à cause de ça. Et sinon, comme inspiration, je pense que c'est très difficile de répondre précisément à cette question parce que ce qui m'a inspiré à faire ce livre et ce qui m'inspire à créer des choses, c'est très diffus. C'est toutes les choses que je vis dans la vie, c'est les rencontres, c'est les choses que je lis, que je vois, mais aussi ce que je mange, les gens que je rencontre, etc. Je peux peut-être dire que des livres comme Le Petit Prince ou Alice au Pays des Merveilles m'ont inspiré dans la mesure où c'est le genre de tonalité que je souhaitais accomplir à l'intérieur des fleurs sucrées des trèfles, mais c'est difficile d'identifier des livres très précis ou des sources d'inspiration très précises. Les Moumines, peut-être aussi, les romans des Moumines de Tove Jansson, qui sont des romans absolument incroyables et qui ont nourri mon enfance et qui continuent de me nourrir maintenant. Sans doute, un petit peu des Moumines se retrouvent dans les fleurs sucrées des trèfles d'une façon ou d'une autre, mais ça reste lointain. Moi, ma prochaine question, c'était si Alice au Pays des Merveilles et Le Petit Prince, c'était des inspirations, mais ça s'est dit déjà. Je me posais la question, pourquoi avoir choisi Mémo Édition et pas une plus grande maison d'édition qui aurait pu du coup faire en sorte qu'il soit plus connu, voilà. Alors, personnellement, ça m'intéresse pas d'être connu et ça m'intéresse pas de devenir célèbre ou de gagner beaucoup d'argent avec des livres. Si je crée des choses, des histoires ou des livres, c'est parce que ça me plaît et que j'ai envie de les partager. Donc de choisir une grosse maison d'édition pour publier un livre, ça fait pas partie des choses qui m'intéressent de toute manière. Et dans le cas des éditions Mémo, j'avais déjà travaillé avec eux avant de faire ce livre, sur un autre livre qui s'appelle La Petite Épopée des Pions, que j'avais seulement illustré sur un texte de Audreyne. Et ensuite, continuer à travailler ensemble. D'une part, c'était pratique, parce qu'il n'y avait pas à faire de nouvelles recherches. Et aussi, je savais déjà comment il fonctionnait, je connaissais leur amour du livre, parce que les éditions Mémo, c'est des personnes et des éditrices
qui ont un vrai amour dans la fabrication du livre, dans le choix du papier, dans le choix des mises en page, des typographies, dans le travail sur l'impression des images. C'est des gens vraiment très compétents et qui aiment les objets livres vraiment. Et je savais qu'en travaillant avec eux, le livre serait entre de bonnes mains et que vraiment il deviendrait un objet de qualité et qui serait accompagné jusqu'au bout. Et tous ces aspects-là font que j'ai foncé et on a travaillé ensemble et c'était avec un grand plaisir. Et seulement par rapport à Alice au Pays des Merveilles, je rajoute quelque chose parce que au-delà d'être un livre qui m'a inspiré dans ma vie, le personnage d'Alice a été très utile pour les fleurs sucrées des trèfles parce qu'en fait, les dessins d'Agathe sont basés, j'ai utilisé pour les réaliser des photos d'Alice Liddell, qui est la petite fille réelle qui a inspiré l'Alice du livre de Lewis Carroll. Lewis Carroll a pris des photos de cette petite fille, il était aussi photographe, et pendant de nombreuses années, il a pris des photos de cette petite fille parce qu'ils étaient aussi amis. Et ce sont des photos en noir et blanc, et je m'en suis servi beaucoup, voilà, pour d'abord faire les croquis de recherche des personnages et ensuite pour dessiner le visage d'Agathe. Les photos en noir et blanc étant très utiles pour forcément faire des dessins en noir et blanc puisque les tonalités sont déjà similaires, les visages sont d'une certaine façon synthétiques puisqu'ils sont seulement en ton de gris. Et donc l'Alice est vraiment très présente en arrière-plan, même si elle n'est pas forcément ressentie à l'intérieur des images, elle est là. Ah bah, elle est ressentie, mais pas que à l'intérieur des images, même dans le texte en fait, on ressent vraiment l'inspiration. C'est très intéressant. Est-ce que l'endroit du livre, il existe? C'est-à-dire là où se passe l'histoire? Ah, c'est intéressant comme question. Eh bien, non, il n'existe pas. Je l'ai inventé, il n'existe pas tel qu'il est comme ça. Mais par contre, certainement des éléments du jardin où évoluent Agathe et Anémone lors de l'histoire, certainement que des éléments du jardin viennent de ma propre enfance où moi-même, j'ai passé pas mal de temps à chercher des trèfles à 4 feuilles dans le jardin de mes grands-parents, dans un village qui s'appelle Torp, qui est un jardin en terrasse avec des arbres fruitiers, des massifs de fleurs. Il y avait des tulipes aussi à l'intérieur, comme dans les fleurs sucrées des trèfles, et beaucoup de trèfles, forcément. Le jardin du livre a été recomposé. C'est un ensemble d'éléments imaginaires qui sont devenus ce qu'il est actuellement. Comment vous avez choisi le titre? Je voulais un titre qui contienne les trèfles, parce que pour moi, ils sont assez importants dans l'histoire, mais à la fois qui soit intrigant, que ce soit pas seulement les feuilles de trèfle ou les trèfles à 4 feuilles, par exemple, parce que ça m'aurait semblé trop banal et vraiment pas attirant comme titre, vraiment pas intrigant. Tandis que les fleurs sucrées des trèfles, j'avais ce souvenir où moi, enfant, je cueillais pas mal dans les champs des fleurs de trèfle pour manger les pétales qui sont assez sucrés et que j'aimais beaucoup. Et partant de ce souvenir, je me suis dit que les fleurs sucrées des trèfles, ça serait un mélange intéressant, que peut-être tout le monde ne connaîtrait pas le fait que les fleurs de trèfle se mangent et que ça pourrait intriguer des gens. Et à la fois, le goût de ces fleurs, pour moi, évoquait un sentiment qui correspondait peut-être au sentiment que j'essaye de véhiculer dans ce livre, qui pour moi se rapproche de la nostalgie peut-être, et d'autres choses que je ne saurais pas décrire, sur lesquelles je ne saurais pas mettre de mots. Mais là, on touche à quelque chose de plus intime et je ne pense pas que ça transparaisse pour le lectorat ou les gens qui tombent sur le livre et lisent le titre. Bah, pas le goût du coup des fleurs sucrées des trèfles, mais plus l'ambiance nostalgique. Moi, je l'ai ressenti. Nuit d'été, oui, comme ça, en famille, un peu cocooning. Cocooning, Yeah. tu disais? Ouais, cocooning, elle a dit. Un cocon, un peu, ouais. Combien vous avez mis de temps à écrire le livre? Seulement l'écriture ou vraiment écriture plus dessin? Seulement l'écriture, moi, je pensais. D'accord. Alors, 1 mois environ. Seulement? Et, ouais, mais alors, j'ai une façon de travailler qui fait que l'écriture en elle-même est assez courte. En réalité, derrière ce mois-là d'écriture, il y a eu environ 6 mois de recherche où j'ai cherché les idées, où j'ai collecté des données sur la chance, où j'ai demandé à des personnes, beaucoup de gens autour de moi et que je ne connaissais pas aussi, ce qu'était la chance pour elles ou eux. Enfin, il y a eu beaucoup de recherches et de croquis aussi. Et à partir de là, j'ai établi un scénario. J'avais tout le plan en fait de l'histoire qui allait se dérouler.
Et une fois arrivé à ce stade, j'ai simplement eu à suivre mon plan. Et par là, ça a été très rapide. Parce que je savais déjà ce que je voulais dire, je savais déjà où j'allais, je connaissais ma fin. Et donc, j'ai déroulé. Ensuite, par contre, il y a eu encore, on va dire, peut-être un mois de travail pour retoucher ce texte une fois qu'il avait déjà été fini, mais qu'on a commencé à retravailler dessus avec les éditrices, où elles m'ont fait des critiques, où moi-même, j'avais reçu des critiques d'autres gens qui avaient relu ce texte. Et à partir de ces critiques, j'ai beaucoup retravaillé le texte, réagencé des chapitres, réécrit des passages, supprimé d'autres moments. Et, voilà, donc peut-être 2 mois en tout, si on compte le début de l'écriture du texte proprement dit jusqu'à la fin de ces retouches. Et j'ai une autre question du coup qui m'est venue. Après que le livre il soit écrit, combien de temps ça a mis pour qu'il soit publié? C'était très long, pour diverses raisons. On a décidé avec les éditions Mémo de le publier peu après que je l'ai terminé. Et ensuite, il y a eu 3 ans qui sont passés avant qu'on commence vraiment à travailler dessus, pour des raisons à la fois, comment dire, pour des raisons surtout liées simplement au monde de l'édition, et puis aussi des raisons internes aux éditions Mémo que je ne connais pas forcément parce que ils avaient d'autres projets en cours à ce moment-là, et forcément, le temps qu'on se mette à travailler sur le livre, il fallait qu'ils terminent ces autres projets. Voilà. Est-ce que vous avez commencé par l'écrire ou par l'illustrer? Je commence toujours par le texte quand je fais un roman avec des images, pour une raison toute simple. En fait, quand le texte est terminé, mais vraiment complètement terminé, ensuite, je peux le mettre en page avec des croquis, seulement des images, quand même pour savoir, parce que comment dire, faut que je réexplique depuis le début. Quand comment dire, quand j'écris l'histoire, ça se passe dans un carnet au début, c'est pas sur l'ordinateur. Et j'écris le texte comme ça à la main, et à l'intérieur de ce texte, j'intercale aussi des croquis aux endroits où vont être des illustrations. Ensuite, à partir de ce manuscrit, je tape le texte à l'ordinateur, et une fois qu'il est terminé, je le mets en page avec les croquis des images pour savoir exactement où elles se situent. Et cette mise en page avec le texte terminé me permet de savoir exactement quelle taille va faire l'illustration terminée dans la page. Mettons que, comment dire, il faudrait que je prenne un exemple. Si dans une double page, j'ai une illustration du renard, qui est l'un des personnages du livre, et que j'ai un espacement libre de texte qui fait 10 lignes, je sais que mon image doit faire exactement la dimension de ces 10 lignes pour pouvoir la placer dans la page et qu'elle remplisse à la fois l'espace qui lui est alloué et en même temps qu'elle soit pas trop petite ou qu'elle déborde pas sur la page suivante et que ça m'empêcherait de la placer. Voilà. Donc d'abord le texte, ensuite les images. C'était ta dernière question pour la première partie. Ouais. Du coup, on va passer à la deuxième partie qui est sur vous, du coup. Vous en tant que lecteur, en tant qu'écrivain, mais en dehors du livre. Quel est votre livre préféré? C'est une question très difficile. Je ne sais pas trop quoi répondre à ça parce que... Ou les livres préférés? Alors, je vais en citer plusieurs. En effet, on va dire dans plusieurs catégories, parce que ça dépend vraiment des mondes. Je dirais que déjà se place très haut dans mes préférences les longs romans de Dostoïevski. Et parmi eux, brillent vraiment particulièrement les frères Karamazov, L'adolescent et L'idiot, parce que c'est des romans qui vraiment, comment dire, personnellement, après les avoir lus, j'étais plus la même personne. En tout cas, j'avais ce sentiment-là. Vraiment des romans qui peuvent bouleverser la vie et les conceptions de la vie sur des grands thèmes que sont, je sais pas, la mort, l'amour, l'innocence, le crime, la religion. Ce sont des romans vraiment très profonds. Et moi, ça me parle. Sinon, à un autre niveau, peut-être plus au niveau poétique, Gaston Bachelard, les livres de Gaston Bachelard, qui là encore changent, je pense, la vision du monde et permettent de l'envisager d'une façon, comment dire, les plus petites choses deviennent des choses complètement incroyables avec Bachelard. Le fait de pétrir une pâte à pain peut faire partir dans des rêveries pendant des jours entiers. Le fait de regarder une plante pousser, le fait de regarder le ciel bleu, le fait de mettre un doigt dans l'eau, des petites choses qui sont partout dans la vie et très simples deviennent des choses absolument extraordinaires et surtout remplissent de bonheur avec Bachelard.
Et sinon, je cherche un livre là plutôt dans les domaines imaginaires, disons. Je dirais peut-être La Croisée des mondes de Philippe Pullman, la trilogie qu'il a écrite, voilà, qui vraiment m'a fait rêver. Et les Moumines aussi que j'ai mentionné tout à l'heure en source d'inspiration. Ok. En fait, non, remplaçons même les Moumines par les Moumines plutôt que La Croisée des mondes. D'accord. Je change d'avis. Non, parce que vraiment, c'est pas très très connu en France. Pourtant, c'est des romans qui ont une richesse là encore phénoménale, qui sont aussi des romans illustrés, et d'ailleurs desquels les Fleurs sucrées tiennent beaucoup, parce que ce sont des illustrations en noir et blanc aussi. Et, c'est des mondes incroyables. Les Moumines, c'est vraiment des mondes incroyables, et là, très sensibles aussi, qui sont remplis de belles idées imaginaires, de créatures étonnantes, de nature, de fêtes, de crêpes à la confiture. De voyage. Il y a beaucoup de belles choses dans les Moumines. Voilà. Depuis quand écrivez-vous? Et avez-vous des rituels d'écriture? Ça veut dire, est-ce que vous écrivez plus le matin, le soir, ou des exercices d'écriture? Vous vous mettez dans une salle particulière pour écrire, un peu de musique, etc. Alors, je pense que mon premier projet de roman remonte à quand j'avais 6 ans. J'étais en randonnée et puis j'ai des idées qui ont commencé à venir et j'ai commencé à les écrire sur un petit bout de papier qui était dans ma poche. Ce bout de papier, je l'ai perdu et il n'a jamais rien devenu de concret. Voilà. Par ailleurs, je pense que de façon plus sérieuse, disons avoir une pratique d'écriture régulière et en souhaitant que ça devienne quelque chose de concret, ça a commencé, je dirais, il y a environ 3, 4, 5, 6 ans, quand j'étais aux Arts décoratifs de Strasbourg, et où une professeure d'anglais qui s'appelle Bahiyeh Narjavane, qui était écrivaine, et qui est toujours écrivaine, avait créé un workshop d'écriture au sein de l'école, auquel j'ai participé, et chaque semaine, on amenait à ce workshop d'écriture un texte. Et je pense que c'est à partir du moment où ce workshop a été mis en place que j'ai commencé à avoir une pratique d'écriture régulière et à prendre conscience surtout que ça pouvait devenir quelque chose de beaucoup plus grand, par exemple des romans. Pour répondre à la deuxième partie de votre question, quand je suis dans un rythme de travail soutenu, une période d'écriture soutenue, en général, je commence, je me lève, je petit déjeune beaucoup, je me mets à ma table de travail aux alentours de 10h du matin, 9h30, 10h du matin. Et ensuite, j'écris jusqu'à 14h. Ensuite, je sors marcher dans la nature. Si possible, je trouve un arbre et je grimpe dedans. Puis, je fais mon repas de midi. Puis, je retourne à ma table d'écriture aux alentours de 17h. Et là, jusqu'à ce que je me couche, c'est-à-dire 23h, minuit. Et ça, tous les jours, sauf le dimanche, où je fais une pause et où je ne fais rien. Enfin, c'est-à-dire je ne travaille pas, quoi. Et quant au lieu d'écriture, c'est chez moi. Et j'ai besoin autour de moi d'une sorte de bulle. J'ai des éléments qui sont toujours sur ma table d'écriture. Et surtout un élément qui est une sorte de petit carton sur lequel j'ai collé diverses citations, petites images imprimées, post-it ou notes que j'ai prises au fil de ma vie. Et tous ces éléments sont des choses qui m'inspirent énormément. Ce petit panneau, avec le temps et à cause de la lumière, il a fini par être effacé. Certaines des citations sont même plus lisibles, on ne voit plus les mots sur le papier. Mais je les connais presque par cœur, tellement j'ai eu ce panneau sous les yeux. Sur ce panneau, entre autres, il y a une image d'une fête dans la forêt, qui est une illustration de Tove Jansson tirée des Moumines, où des Moumines dansent, justement. Il y a une citation de Tanizaki Junichiro qui dit « Le soleil a une image immaculée de l'ombre, car il n'a jamais vu l'ombre ». Ou c'est peut-être de Goethe, je ne me souviens plus. Déjà, je me mélange. Qui l'a fait, je ne sais plus, mais la citation est là. Il y en a une autre où c'est « L'escalier des arbres, on y monte ». Et c'est un morceau de poème d'une autrice qui s'appelle Lydia Claude Hartmann. Et encore divers éléments, je crois que j'ai mentionné sur le panneau Roland Topor, Super Mario, Zelda, et d'autres éléments divers et variés. Voilà. C'est trop intéressant, c'est trop bien en vrai ce truc d'un carton ou d'un panneau.
où on met des citations et des images qui nous inspirent. Le fait de regarder ce panneau me permet vraiment de me replonger dans un état où je me sens bien pour créer. C'est comme un souvenir particulièrement heureux ou quelque chose qu'on aime profondément, ou quand on se le rappelle, ça nous met dans un bon état d'esprit. Ce panneau, il a ce rôle-là pour moi. Oh, c'est trop bien! Quelle est votre autrice préférée ou votre auteur préféré? Ah, mais vous m'avez déjà posé cette question. Non, c'est le livre préféré, normalement, non? Ah, donc là, vous parlez vraiment du personnage, de l'auteur ou de l'autrice en tant que personne. C'est difficile parce que j'en ai pas rencontré beaucoup. La plupart des auteurs ou autrices que j'admire énormément sont décédés, malheureusement, depuis un certain temps. Ça peut être Puisque- des personnes décédées. Oui, ça compte quand même. Ouais. J'aurais dû préparer la réponse à ce genre de questions plus tôt parce que c'est le genre de questions qui tombent souvent et j'aurais dû m'en douter parce que là, je suis tout à fait démuni. Je peux parler, je cherche des personnes vivantes et je peux parler là, par exemple, là, qui me vient à l'esprit, c'est peut-être pas une autrice préférée par rapport à toute la masse des gens que j'adore dans la vie, mais une autrice qui fait des albums pour la jeunesse actuellement, qui les illustre aussi, qui s'appelle Adèle Verlinden, fait un travail que vraiment j'admire beaucoup et est une personne aussi admirable dans la vie par ailleurs, mais je ne sais pas si c'est exactement le sens de votre question. Si, Ça peut l'être. Ouais. Relisez-vous des livres? Et si oui, pourquoi? Alors oui, je relis des livres. Je relis très régulièrement, par exemple, les Harry Potter ou La Croisée des Mondes ou les Moumines. Souvent, ce sont des livres qui m'ont marqué enfant et dans lesquels je retrouve des qualités, des sentiments, des états d'esprit qui me plaisent et dont je sais qu'ils sont dans la lecture de ces livres-là. Et souvent, je replonge dans ces livres à la fois parce qu'ils me manquent. Quand ça fait trop longtemps que je les ai lus, j'ai envie de retrouver leurs univers. C'est plutôt, on va dire, les mondes imaginaires qu'ils contiennent me manquent et j'ai envie de revivre à l'intérieur, de m'y replonger. Ou alors, parfois, je les relis parce que justement, je ne trouve pas dans la littérature contemporaine ou dans les œuvres contemporaines la force que j'ai trouvée dans ces œuvres-là. Alors, par défaut, j'y retourne en me disant, bon, au moins, là, je vais trouver ce qui me plaît et j'y reviens. Au-delà de ces 3 livres que j'ai cités, je relis aussi des Gaston Bachelard, beaucoup. Là, pour d'autres raisons, simplement parce que ça m'inspire énormément. Et en général, ça me remplit de bonheur de lire ces livres-là. Et quel est le livre que vous avez relu le plus? Et combien de fois, du coup? Si on parle vraiment de lecture, je pense que c'est Un été dans la vallée des Moumines. L'été dramatique des Moumines, je suis même plus sûr du titre. Enfin, c'est l'un des livres de Moumine, où les Moumines, qui habitent dans une vallée assez paradisiaque, vivent une inondation. Il y a une inondation terrible qui remplit la vallée d'eau, et les maisons se mettent à flotter, tout est recouvert, et ils partent en voyage dans une sorte de théâtre flottant qu'ils ont trouvé, qui a dérivé à proximité du toit où ils s'étaient réfugiés au moment où l'inondation a frappé. Et c'est un livre, moi je pense que ce livre, je l'ai lu... je sais pas, une bonne 30aine de fois, quelque chose comme ça. C'est vrai, ça fait C'est un beaucoup. livre assez court, ça va assez vite. Donc en même temps, on y replonge facilement et on s'y laisse entraîner facilement. Du coup, cette question, vous y avez répondu à une des questions précédentes. C'était à quel âge vous avez commencé à écrire et vous avez dit à 6 ans lors d'une randonnée. À 6 ans, j'ai pas vraiment commencé à écrire à cet âge-là. J'avais, j'ai commencé à noter des idées sur ce petit bout de papier pendant cette randonnée. Mais c'est jamais devenu un texte lisible, c'était seulement des idées. Le début de l'écriture est vraiment beaucoup plus tard. Mais pour moi, les histoires et les idées de monde préexistent à l'écriture. En général, avant d'écrire un livre ou avant d'illustrer un livre ou avant de faire une vidéo ou de créer un spectacle, j'ai vraiment des idées de monde, souvent des mondes imaginaires. Et ensuite, quand ces mondes s'affinent et deviennent plus précis et plus vastes dans ma tête, je décide d'une forme, la forme la plus adaptée que je peux leur donner pour pouvoir les partager avec d'autres gens. Et parfois c'est un livre, parfois c'est autre chose. Mais pour moi, le cœur en tout cas de ce processus-là n'est pas forcément la forme, donc le texte là dans le cadre de votre question, mais c'est vraiment le monde qu'il y a derrière. Et souvent quand on est enfant, on en crée plein des mondes comme ça, imaginaires. Oui, il y en a même trop pour tous leur donner vie. Moi, si je voulais donner vie à tout ce que j'ai dans mes carnets, je pense que j'aurais pas le temps, je serais mort avant. Il y en a trop. Une dernière question, toi? Moi, j'en ai 2. Ça fait référence
ou à Les fleurs sucrées des trèfles, mais c'est plus du coup, oui, par rapport à votre façon de penser. Il y a une citation des fleurs sucrées des trèfles qui est: quand on est adulte, on ne sait plus écouter. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez vraiment ou ou non? Alors, bien sûr, je ne pense pas qu'en général, tous les adultes ne savent pas écouter, parce que je connais beaucoup d'adultes qui savent très bien écouter. En revanche, je connais aussi beaucoup d'adultes qui ne savent pas écouter. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange énormément dans la vie. Je déteste quand des personnes se coupent la parole pendant les discussions. Et pour moi, c'est quelque chose de très important dans les relations humaines, de savoir écouter, parce que, parce que c'est ce qui permet de laisser les pensées s'exprimer jusqu'au bout. Si on écoute quelqu'un jusqu'à ce qu'il ou elle ait fini de dire ce qu'il ou elle a à dire, c'est aussi lui laisser de la place et c'est laisser place à la profondeur d'arriver dans la discussion. C'est laisser de la place au temps de déployer les pensées, et de les laisser infuser aussi. Je trouve ça très important. Et en particulier, par rapport à cette phrase « à l'intérieur des fleurs sucrées des trèfles », je trouve que parfois, même assez souvent, je dirais, dans beaucoup de situations que j'ai rencontrées dans la vie, les adultes n'écoutaient pas les enfants, justement. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne encore plus peut-être, parce que c'est comme si, parce qu'une personne était plus jeune, elle avait moins le droit de parler, ou elle avait moins le droit d'exprimer jusqu'au bout ce qu'elle avait à dire, ou elle était moins intéressante, alors qu'au contraire, je pense qu'à tout âge de la vie, on a un regard qui est différent, et par là, on a énormément de choses à apprendre aux autres, qu'ils soient plus vieux, plus jeunes, qu'elles soient plus vieilles, plus jeunes, et je trouve ça très important d'être à l'écoute de ça, d'être à l'écoute de tout le monde, de tous les gens qui sont autour de nous, et qui ont chacune des choses incroyables à dire et à partager. Et notre monde irait mieux si tout le monde s'écoutait plus. Peut-être. Et la dernière question, du coup, qui clôturerait cette interview, ce serait: comment percevez-vous la chance et y croyez-vous? Ah ah! Là, je ne sais pas si je peux répondre à cette question parce que, comment dire, je crois que donner mon opinion sur ce sujet, ça risquerait d'orienter ensuite la lecture des fleurs sucrées des trèfles, ce qui n'est pas mon souhait. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, mon opinion n'est pas arrêtée sur ce sujet, donc peut-être que je peux quand même répondre. Comment dire? Pour moi, la chance, je dirais que c'est quand les mouvements du hasard rencontrent un désir personnel qu'on a dans la vie. Par exemple, voilà, j'ai envie de... Comment dire? Je ne trouve pas d'exemple concret. J'ai envie de faire une belle rencontre, et puis je me promène dans la forêt, et hop, je rencontre quelqu'un par hasard. Voilà, pour moi, c'est ça la chance. Et pour moi, ça, comment dire, ça existe dans la mesure où c'est un phénomène qui est... J'ai beaucoup de mal à mettre des mots dessus parce que justement, c'est un phénomène qui est tellement diffus. Pour moi, ça existe parce que dans la vie, ce genre de collision entre un hasard et un désir personnel arrive. Et voilà. Je ne sais pas comment dire ça du tout. Ouais, dans Les fleurs sucrées des trèfles, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. On voit la chance sous tous ses côtés, sur toutes les façons qu'elle peut exister aujourd'hui, en tout cas dans notre culture. Et du coup, ça laisse à l'enfant ou à la personne, au lecteur, le choix, en fait, de la manière de se la représenter, la chance. Je voulais savoir, vous, comment vous la représentiez, parce qu'il n'y avait pas réellement, on ne voyait pas d'opinion tranchée sur le sujet dans le livre. Plutôt que dire donner mon opinion tranchée sur ce sujet, je pense que je peux plutôt dire les opinions que je ne partage pas des personnages des fleurs sucrées. Je ne pense pas qu'il y a d'intervention divine derrière. Je ne pense pas que tout est déterminé, comme la tulipe, par exemple, dans les fleurs sucrées. Mais pour moi, en fait, le simple fait que des personnes croient à la chance fait que d'une certaine façon, elle existe, en fait, qu'on y croit ou non. Et c'est juste, ça me fait plaisir que tu aies ressenti les fleurs sucrées comme ça, la lecture de ce livre, parce que justement, je m'attachais dans le livre à donner une diversité d'opinions sur ce sujet-là, qu'on ne peut jamais vraiment arrêter, parce que rien n'est prouvé, tout dépend vraiment de chacun et de chacune. Et
je souhaitais donner cette diversité d'opinions pour qu'on puisse ensuite se faire la nôtre propre en tant que lecteur ou lectrice. Et d'ailleurs, ces opinions correspondent plus ou moins à des opinions que j'ai collectées dans la phase de recherche justement du roman, où j'ai demandé à beaucoup de personnes ce qu'ils ou elles pensaient de la chance, et où j'ai reçu des opinions justement de ce type-là. Des personnes d'ailleurs n'y croyaient pas du tout. Des personnes m'ont répondu vraiment, quand tu seras plus âgé, tu comprendras que la chance n'existe pas, que tout ça c'est seulement la façon dont on agit dans la vie qui crée ou non des hasards bénéfiques pour nous. Il y a aussi d'autres opinions qui, je crois d'ailleurs, ne sont pas dans ce roman, mais par exemple, une opinion de laquelle je suis assez proche peut-être aujourd'hui par rapport à la chance, c'est que la chance en fait existe suivant notre regard sur la vie aussi. Je pense qu'on peut avoir à peu près n'importe quel genre de vie et se considérer comme malchanceux ou se considérer comme chanceux suivant la façon qu'on a de considérer cette vie. Je pense qu'on connaît tous des gens à qui il arrive des crasses sans arrêt dans la figure et qui sont considérés comme très malchanceux. Mais pourtant, parfois, ces personnes-ci, les mêmes, vont se considérer comme très chanceuses parce que pour elles, les crasses, c'est des petits événements anecdotiques et même, par exemple, qui leur font apprendre des choses dans la vie, donc elles considèrent ça comme bénéfique et qui augmentent leur bonheur généralement. Et à côté de ça, peut-être qu'elles ont des micro-événements, par exemple, voir l'instant où en automne une feuille tombe d'un arbre, ce qui finalement c'est pas tous les jours qu'on voit ce genre de choses. Et peut-être que ces personnes-là, en voyant ça, vont se dire oh j'ai une chance incroyable, et vont vivre très heureuses et se considérer comme chanceuses, alors que d'autres vont les considérer comme malchanceuses. Enfin, c'est quelque chose de vraiment très subjectif et qui dépend du point de vue sur la vie aussi. Une question par rapport à le livre, celui-là, on ne l'a pas lu, c'était avec les pions. La petite épopée des pions. Oui, voilà, la petite épopée des pions, c'est quelque chose que vous avez illustré et non pas écrit. Et moi, ma question, c'était comment on fait pour s'entendre avec l'auteur par rapport aux illustrations ouais, comment on fait pour coordonner nos idées? Eh ben, ça dépend des cas, mais dans ce cas particulier de la petite épopée des pions, en réalité, initialement, je n'ai pas été mis en contact avec l'autrice du texte. J'ai simplement, en gros, les éditrices ont joué le rôle d'intermédiaire dans la mesure où elles ont reçu le texte d'Audreyne. Elles se sont dites, ce texte irait bien avec peut-être l'univers de Cédric, et elles m'ont proposé d'illustrer ce texte. Mais moi, j'étais seulement en dialogue avec les éditrices, a priori, et je n'ai pas discuté avec l'autrice de son texte. Donc il n'y a pas eu ce problème de relation. Enfin, presque pas, puisque finalement, à cause d'un concours de circonstances, j'ai été en contact avec elle. D'ailleurs, on n'a pas été d'accord sur certains aspects, et ça a créé beaucoup de discussions et finalement beaucoup d'apprentissage de mon côté, et c'était très intéressant. Je pense qu'il est très rare de toute manière que les images qui sont créées à partir d'un texte, quand il s'agit de deux personnes différentes qui les ont créées, je pense qu'il est très rare que les illustrations correspondent à la vision que l'auteur ou l'autrice avait à l'intérieur d'elle-même au moment d'écrire le texte. Oui. Il y a toujours une forme de friction, je pense, qui naît, mais qui peut aussi être très bénéfique, parce que ça étend l'univers. Ouais. Est-ce que vous voulez faire une promotion, peut-être sur un prochain livre ou un prochain livre que vous allez illustrer, ou je sais pas, ou écrire des prochaines parutions, ou des parutions déjà faites, vos réseaux, etc. Okay. Alors, est-ce que je suis autorisé à faire la promotion du travail de quelqu'un d'autre aussi? Parce que j'ai envie d'en profiter. Oui. C'est libre, c'est l'instant promo. Très bien. Alors, d'abord, de mon côté, je suis en train de travailler sur une trilogie, mais qui va paraître dans très longtemps, donc je pense qu'il est prématuré d'en faire la promotion. Par contre, je peux mener les gens vers La petite épopée des pions, qui, je trouve, est une très belle histoire. C'est donc un petit roman qui est illustré par moi et écrit par Audreyne. Et c'est l'histoire de pions qui habitent sur un échiquier. Enfin, plutôt, ils habitent dans une boîte en bois. Et de temps en temps, une main les sort et les dispose sur un échiquier et joue avec pendant un certain temps avant de les remettre dans leur boîte. Et ces pions ne connaissent rien de ce qu'il y a autour de ce petit monde de l'échiquier et de la boîte. Pour eux, tout ce qui est autour, c'est le géant monde. Et bien sûr, ils n'y sont jamais allés parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer par eux-mêmes. Ils ne peuvent pas... Ils ne peuvent rien faire en fait tant que la main ne les déplace pas. Et ils vivent dans ce carcan des règles, des cases, etc.
jusqu'au jour où l'un d'eux, bousculé par un coude, tombe de l'échiquier et tombe de la table et rencontre un pied de table, je crois qu'il y a un tapis sur le sol et aussi la truffe d'un chien qui se pose sur lui. Et là, c'est absolument incroyable. Enfin, il découvre tout un abîme de possibilités qu'il n'avait jamais soupçonné. Et dès l'instant où la main l'a reposé sur l'échiquier avec les autres pions, tous les jours, il raconte son histoire aux autres. Voilà, il y avait un pied de table, il y avait un tapis, il y avait la truffe d'un chien. Et ces pauvres pions se prennent à rêver, en fait, à ce géant monde, jusqu'à un événement inattendu qui va leur permettre de le découvrir un petit peu plus. Mais là, j'en dis pas plus, je laisse le suspense. Mais vraiment, cette histoire, je pense, est très intéressante et je recommande. Et puis sinon, concernant la promotion de quelqu'un d'autre, parce que c'est des albums que j'ai lus tout dernièrement, et en plus j'en ai parlé plus tôt dans la vidéo, j'invite vivement les gens à lire les albums d'Adèle Verlinden, qui sont des histoires très belles, qui partent aussi dans des mondes imaginaires riches, et dont les illustrations sont absolument magnifiques. Ce sont des grandes images en peinture, pleines de couleurs, pleines de détails, où on peut se plonger et vraiment passer du temps. Ces albums, on s'y sent bien, on peut vraiment rester sur une page et simplement se perdre. Voilà, le dernier qu'elle a sorti s'appelle Polly et les 3 chiens. Et un autre que j'ai lu dernièrement, qui est aussi très bien, et qu'elle a seulement illustré, s'appelle Gaëtan Talpa. Et c'est l'histoire d'une petite taupe. Voilà, ces 2 albums sont vraiment très intéressants, à mon avis. Et j'ai un site, je ne sais pas si c'est là qu'il faut que je le place pendant votre instant promo. Oui. Voilà, ce site s'appelle, comme mes noms et prénoms, cédricphilippe.com. Et dessus se situent bien sûr des informations sur mes livres, mais aussi mes carnets de croquis, et puis des vidéos, des spectacles et beaucoup d'autres choses que je crée en parallèle des romans. Et un compte Instagram aussi, je m'y étais abonnée, mais je ne sais pas s'il est encore actif. Il est encore actif, mais c'est pas le lieu où se trouve la majorité de ce que je crée. C'est plus le site. C'est sur le site, oui. C'est sur le site qu'il y a vraiment tout. Je recommande plutôt le site. Le compte Instagram, en plus, je ne le connais pas par cœur. Je poste de temps en temps des choses dessus, mais ce sont plutôt des recherches ou des croquis ou des petits trucs, mais il n'y a pas de projet imposant sur ce compte Instagram. Ok. Alors on invite tout le monde à aller jeter un coup d'œil sur le site. Et le site est très beau en plus. On y allait. Du coup, voilà, l'interview est terminée. C'était hyper intéressant. C'était super bien. Merci encore d'avoir accepté pour faire l'interview.